nous accueillons Preston Liravaille et Michel Rota qui se fait un tout petit peu attendre et qui va nous rejoindre en cours de route pour savoir si, et je prends mon papier, si l'éducateur sportif peut se positionner sur le champ de la prévention santé. Moi j'en ai une petite idée, mais c'est Preston qui va nous l'expliquer. Donc effectivement, j'en ai également une petite idée. Mais avant de parler du positionnement de l'éducateur sportif dans le champ de la prévention santé, il est indispensable d'en définir, les termes que l'on va employer, c'est-à-dire les termes portant sur la prévention santé. Il sera dans un deuxième temps indispensable de définir les éducateurs sportifs qui peuvent effectivement occuper ce segment de la prévention santé. Et dans un troisième temps, il sera également indispensable de parler des prérogatives, et là je ferai référence à des textes, et plus particulièrement le registre national de compétences des professionnels. Donc je suis Preston Liravaille, je suis membre de la prévention santé, c'est un lapsus, membre de la Société française de sport santé, et au sein de cette société française, je suis en charge du dossier des salles qui manifestent leur intention de se labelliser sport santé. Je l'aborderai un tout petit peu plus loin. Et va nous rejoindre Michel Rota, qui lui est président de l'Union patronale Fitness Bien-être Santé. Les thèmes que nous allons aborder, c'est qu'au départ, bien entendu, vous le savez très certainement, il existe au niveau du ministère une forte volonté de développer la prévention santé, pour des raisons que vous connaissez, pour des raisons économiques. Ensuite, nous définirons les termes, ce que l'on va employer, principalement autour des différents types de prévention. Nous aborderons le positionnement des salles de remise en forme. Pourquoi? Parce que c'est le milieu que je connais le mieux, et c'est un milieu qui, pour les raisons, peut-être que vous connaissez également, pour les raisons d'installation de structures concurrentielles, ont besoin de recibler leur activité sur des publics plus particuliers. Mais on verra qu'il y a des freins à ce développement d'offres de services. Ensuite, on va voir évidemment quels sont les éducateurs qui sont en capacité d'enseigner dans le milieu de la remise en forme, les prérogatives de ces éducateurs, les publics visés, et nous poserons la question d'un éventuel conflit d'intérêts ou non entre les éducateurs sport santé et les autres acteurs de la prévention santé, comme par exemple les licences TAPS APA, activité physique adaptée. Et ensuite, ça sera une conclusion avec question-débat. Jusqu'à présent, ça va? OK. Sur le plan, tout va bien, Preston. OK. Un enjeu de santé publique, tout simplement, 12 à 15 millions de personnes en France sont atteintes de pathologies chroniques, ou monopathologie ou multipathologie. Et toutes les études montrent, y compris celle qui avait été faite par l'INSERM dans les années 2008, qui avait rendu son compte-rendu au ministère, toutes les études montrent qu'une activité physique adaptée est un élément majeur du traitement. Est un élément majeur, est un élément à prendre en compte dans le traitement. Effectivement, l'activité physique pour l'éducateur sportif dont on parle, dont je fais partie, cette activité physique sera proposée dans le cadre où la pathologie est contrôlée. Une étude qui a été faite par le docteur Gilbert Pérez, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, l'impact économique de la pratique de l'activité physique dans le cadre de personnes atteintes de pathologies chroniques. Je vais en donner quelques exemples. L'étude complète, vous la verrez sur le site de la Société française de sport santé, mais ce sont des exemples extrêmement intéressants
puisqu'ils mettent en avant la nécessité de pratiquer une activité physique, soit à titre préventif, soit à titre curatif, bien entendu, pour préserver le capital santé ou maintenir l'évolution de la maladie chronique. Des économies potentielles de 10 milliards d'euros. Dans le contexte actuel, je crois que le déficit de la sécurité sociale est de 15 ou 16 milliards de mémoire, mais je n'en suis pas sûr. Donc là, il y a potentiellement des fortes économies à faire. Le problème en France, c'est que tout le système de la sécurité sociale a été basé depuis sa création en 1946 sur le curatif. Et quand l'on regarde le plan, le chiffre d'affaires, entre guillemets, de la sécurité sociale, la part prévention santé est extrêmement limitée en termes de pourcentage par rapport à l'enveloppe globale. Donc là, il y a une forte volonté au niveau du ministère des Sports et de la Santé de développer, et je vais le voir plus loin, de développer des actions permettant d'entretenir la prévention santé et de limiter l'évolution des pathologies. Maladie cardiovasculaire, 2 millions de personnes sont traitées en infection de longue durée pour maladie cardiovasculaire, pour un coût évalué par le régime général à 17 milliards de dollars, j'allais dire, 17 milliards d'euros. C'est une étude française. Hein. OK. Pratiquer une APS, réduction de risque de 25% des infarctures du myocarde s'ils pratiquent d'une APS de 3 heures par semaine, soit 24 000 patients sauvés. OK, ça, ce sont des études qui sont à un niveau comment ça s'appelle, de crédibilité très élevé. Un niveau de crédibilité très élevé. Donc, une économie de 24 000, si je puis dire, entre guillemets, bien entendu, le maintien en bonne santé de 24 000 patients, soit une économie de 6 milliards. Un infarcteur du myocarde de mémoire, ça revient pour chaque cas de 100 000 euros. Je vais insister et je résumerai seulement ce dernier point, l'intérêt de l'impact d'une pratique d'activité physique dans le cadre de la prévention santé. Je suis en train de revenir. Là, je repars. L'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle. Des études, il y en a des tas, avec des niveaux de crédibilité plus ou moins importantes. Mais je pense que dans toutes ces approches-là, il faut s'appuyer sur des études qui soient reconnues et légitimées. Et le rapport de l'INSERM, je ne sais pas si vous connaissez le rapport de l'INSERM. Vous ne connaissez pas ? C'est un rapport qui avait été fait à la demande, du ministère des Sports sous le gouvernement, sous la présidence de Sarkozy. Et les conclusions ont été remises en 2012. Et c'est tout simplement un travail synthétique sur l'ensemble des expériences qui ont été abordées. Ça repose sur plus de 2000 expériences. Ces expériences sont classées par niveau de crédibilité. Et à partir de ces expériences, on en a tiré des recommandations, préconisations et recommandations. Ça a été vraiment la base. En 2008, il est sorti en 2008, c'était vraiment l'élément déclencheur de la prise de conscience de l'activité physique dans le cadre de la prévention santé. On a un système principalement orienté sur le curatif. Là, on est en train d'essayer de déplacer le curseur vers le préventif. Là, on s'aperçoit que pour les hypertensions artérielles, le coût possible d'économie, 1 milliard. Je terminerai sur cette flyer-là, sur ce slider-là plutôt. L'obésité, tout le monde connaît les causes de la sédentarité
et les évolutions possibles de l'obésité avec une maladie qui peut évoluer vers du chronique. Le diabète, l'hypertension, les risques de problèmes cardiovasculaires, etc. Donc là, il n'y a pas de niveau de preuve suffisant pour indiquer que la pratique d'une activité physique aurait une incidence prépondérante sur des économies, mais on peut estimer cette économie réalisée de 2 à 3 milliards d'euros. Donc tout ça, dans le cadre par exemple de la discussion du budget de la sécurité sociale, ce sont des éléments qui ne sont pas pris en considération. Lorsque l'on a parlé par exemple de le maintien en autonomie des seniors, de développer une politique de maintien d'autonomie des seniors, en aucun moment, et j'ai vu les rapports, il a été question de mettre en place un accompagnement physique pour maintenir l'autonomie des seniors. On en est encore à se poser des questions sur les structures d'accueil, sur l'environnement médicalisé, mais l'activité physique reste un élément déterminant. Et ça, les études les prouvent. Si vous n'avez pas lu le rapport de l'INSERM, il est très facile de retrouver sur Internet. Et il y a différentes études selon le milieu social, selon l'âge, selon les pathologies, il y a énormément de points qui sont pris en compte. Des questions jusque-là? Je place le contexte. Ensuite, je parlerai de l'éducateur sportif. Une volonté politique, c'est un discours qui a été fait en décembre 2014 lors d'une réunion ministérielle où la volonté de la ministre, c'était tout simplement de développer l'activité physique à titre préventif. Et elle avait évoqué dans son discours la notion de prescription d'activité physique par les médecins. Vous l'avez vu ce document, un discours du ministère de la... Ça, c'est fondamental parce que c'est vraiment le document fédérateur. À partir de là, à partir de ce point-là, on va développer une politique de prévention santé. Alors, c'est plus qu'à l'état de projet puisqu'on est dans la phase de réalisation. Il a été demandé la démarche a été décentralisée dans la région et il a été demandé dans ces régions aux ARS et DRJCS. Je suis toujours sur la vieille formule. DRJS, vous me comprenez, DRJS. Il a été demandé à ces deux organismes-là de développer au sein de leur région des programmes de prévention santé bien-être. Et ils ont donc pour objectif de fédérer dans les régions tous les acteurs, qu'ils soient sportifs, médicaux, sociaux, tous les acteurs autour d'un projet de prévention santé bien-être. Encore une volonté de promouvoir l'activité la santé par l'activité physique. Vous connaissez ces différents plans. Plan Programme national nutrition santé, plan obésité, plan national sport santé bien-être. Vous les connaissez ces plans? Peut-être pas le dernier. Et pourquoi j'en parle? Pour moi, les deux premiers plans me permettent d'avoir des recommandations et préconisations pour prendre en charge des publics particuliers. Mais le dernier plan national sport santé bien-être, et j'évoque encore le même, il est intéressant tout simplement pourquoi? Parce que moi, si j'ai des compétences en prévention santé, si je suis en capacité à pouvoir prendre des publics particuliers et si je suis reconnu pour avoir ces compétences-là, je peux finalement rentrer dans un réseau sport santé bien-être. Je peux rentrer dans ce réseau sport santé bien-être. Est-ce que ça évoque pour vous des possibilités de développement? Quelles sont vos activités d'une façon générale? Comment? Éducateur sportif. D'autres? Des éducateurs sportifs aussi? Kiné? Quelles sont vos activités là?
Kiné également. Je vais l'aborder, le kiné, avec les questions qui tournent autour du pilote. Avec les situations conflictuelles que ça peut poser. Mais le problème des éducateurs sportifs, c'est qu'ils ont du mal à se positionner et à rester positionnés sur leur champ de compétences. Alors, Preston, puisque tu donnes la parole au public, on connaît à peu près les résultats du programme national Nutrition Santé. C'est un slogan, manger 5 fruits et légumes. Est-ce que le plan national Sport Santé Bien-être a des éléments plus conséquents dans ces tiroirs? Ah oui, absolument. Le premier, c'est que ce n'est plus du domaine du projet. Il y a une enveloppe. Michel Rota vient de nous rejoindre. Il y a une enveloppe de 1,4 milliard d'euros qui est gérée par le CNDS et qui a pour vocation de développer dans les ARS des programmes de prévention santé. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la région Champagne-Ardenne. À la tête de cette région, il y a le docteur Jean-Luc Grillon, qui, lui, est très en avance sur la construction de ce programme et de ces réseaux. Il y a des réseaux de soins qui existent déjà, et à côté de ça, ils veulent installer des réseaux santé. Et dans les réseaux santé, il y aurait tout simplement des acteurs à identifier qui puissent s'impliquer dans les réseaux sport santé. C'est pas banal, c'est intéressant, tout simplement parce que je suis particulièrement intéressé par le milieu de la remise en forme et je trouve que cette approche-là, mais attention, j'y mets beaucoup de guillemets, je trouve que cette approche-là est une approche intéressante, se faire reconnaître comme acteur de la prévention santé dans le cadre des programmes prévention santé bien-être. Mais encore une fois, j'y mets beaucoup de guillemets dans cette démarche-là. Donc là, je reprends les éléments que je viens d'évoquer. Tout simplement, je résume. Une politique de prévention santé bien-être délocalisée dans les régions avec un budget d'1,5 milliard d'euros et un objet fédéré autour d'un projet de prévention santé bien-être. Tous les acteurs locaux, que ce soit les ARS, les DRGCS, les associations de diabète, toutes les associations possibles pour construire un programme de santé bien-être pour nos concitoyens. La Haute Autorité de Santé, je suis toujours dans le positionnement des institutions ou du ministère. Elle a développé, à la fin de développement de la prescription des thérapeutiques non médicamenteuses validée par la Haute Autorité de Santé. Est-ce que vous en avez entendu parler de ce dossier? Ça, pour moi, actuellement, il se passe tellement de choses dans le cadre de la prévention santé. Il y a tellement de gens qui veulent capter ce marché de la prévention santé. Ça fait partie des documents qui sont intéressants à fréquenter parce qu'à partir d'une étude et à partir des pathologies chroniques, on s'aperçoit effectivement, et la HAS le met en avant, qu'une prise en charge de personnes qui ont des pathologies chroniques mais contrôlées, stabilisées, qui ont reçu leur éducation en éducation thérapeutique, il conseille aux médecins tout simplement de faire des recommandations de points de pratique. Définition de la santé selon l'OMS. Je vais juste, vous la connaissez, la définition de la santé selon l'OMS. La prévention primaire, c'est tout simplement éviter toutes les conduites à risque. Donc éviter la sédentarité, éviter le tabac, éviter les relations sexuelles intempestives, éviter, c'est de la prévention primaire. Je suis dans une démarche d'éviter l'apparition d'une maladie. Donc là, on est de facto
en tant qu'éducateur sportif, on est de facto positionné sur ce niveau de prévention primaire. Là, tout le monde est d'accord sur cette approche-là. À partir du moment où je mets quelqu'un en mouvement, à partir du moment où elle est en gain d'autonomie, je suis en prévention primaire. La prévention secondaire, la maladie est installée, il y a des traitements. C'est à ce niveau-là que va intervenir le licence TAPS APA, l'éducateur médico-sportif, puisque lui, il va mettre en place, il va concevoir avec des équipes ad hoc, il va concevoir des programmes, animer des programmes, mettre en œuvre des programmes orientés sur, effectivement, la pathologie qu'il a en face de lui. Là, en secondaire, donc je résume, on est dans le traitement des pathologies. Tertiaire, la prévention tertiaire, la maladie s'est installée, elle est devenue chronique, elle n'est pas évolutive, enfin elle peut l'être bien entendu, mais dans ce cas-là, si elle revient, la personne revient dans le parcours de soins. Si la maladie n'est pas évolutive, je vous renvoie au premier slide, 12 à 15 millions de personnes atteintes de pathologies chroniques. Eh bien, ces gens-là, nous pouvons les prendre en charge. Quand je dis nous, ce sont les éducateurs sportifs. Nous pouvons les prendre en charge avec des recommandations, prescriptions. Est-ce que ça va? Pas de questions pour le moment? OK. Les recommandations de bonne pratique. J'ai des gens en face de moi qui ont des pathologies particulières. Elles sont stabilisées. Elles se remettent à faire une activité physique. Eh bien, il y a des organismes qui ont sorti des guides de bonne pratique. Le premier, c'est, soyons franco-français, le premier, c'est la Haute Autorité de Santé qui a édicté des guides de recommandation de bonne pratique pour différentes pathologies. Et ensuite, le deuxième, c'est l'OMS. L'OMS a, elle, édicté des recommandations en fonction des tranches d'âge, de 7 à 14 ans, de 14 ans à 35 ans, je crois, de mémoire, et au-dessus de 64 ans. Donc, elle a fait des recommandations de bonne pratique. Ces recommandations de bonne pratique s'appuient sur des collèges de scientifiques, sur des sociétés savantes, et on va apercevoir que les recommandations qu'ils donnent, et c'est un thème qu'ils abordent dans la recommandation, les recommandations qu'ils donnent sont également valables pour les gens qui ont des pathologies chroniques qui sont contrôlées. Positionnement des salles de remise en forme sur le cas de la prévention santé. Je te laisse le... Très bien, bonjour. Alors peut-être juste, Michel, 2 mots de présentation. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc en fait, je manage un groupe français de remise en forme qui s'appelle Groupe Moving, qui représente à peu près 200 exploitations en France et à peu près 265 000 utilisateurs. Et d'une part, et deuxièmement, une autre société qui fait du corporate wellness, qui développe donc des programmes de prévention santé en entreprise, avec à peu près 40 programmes. Une société gérée avec à peu près 50 animateurs, coachs donc. Et on a pris depuis maintenant 3-4 ans le pari donc, de prendre le tournant chez Wellness, donc de faire de la prévention santé auprès donc, de gens sédentaires. Donc on a pris comme cible sédentaire dans un premier temps et on a vite étendu, enrichi notre offre sur la partie prévention donc, des maladies chroniques. La deuxième chose, donc, chez le groupe Moving, on a 5 enseignes différentes, 2 en low cost et 3 en full service. Enfin, la différence entre les deux, c'est que vous avez du personnel d'un côté, vous n'en avez pas de l'autre. Et pour se différencier entre l'une et l'autre, pour augmenter donc, la valeur ajoutée donc, des samples avec service, il a fallu donc être plus segmenté dans l'offre, dans l'approche qu'on va avoir au niveau des gens. Et nous avons monté donc un label, nous avons développé un label SAL Sport Santé pour une meilleure prise en charge des gens à profil particulier. Donc c'est un programme qui a commencé depuis le début d'été et la volonté de ce groupe, c'est véritablement donc, de prendre ce tournant de la prévention santé. Et l'axe
qui a été présenté ici, c'est naturellement prendre donc des gens qui ont un niveau de qualification adapté, c'est-à-dire les APA. Pour nous, STAPS, APA. C'est vraiment le tournant que l'on prend. Et l'objectif, c'est effectivement non pas donc c'est de décroître, enfin, c'est de développer notre marché de manière assez importante et de garder notre positionnement entre low cost sans service et le full service avec service. Voilà. Donc ça, c'est une expérience pratique que l'on fait donc au sein donc de notre réseau. Notre réseau représente à peu près 1500 coachs. C'est à peu près ça. Et vous avez donc, sur les 200 exploitations, vous en avez à peu près 80 qui sont concernés par cette problématique que l'on lance au niveau national. Donc, effectivement, il y a un fort intérêt des salles de remise en forme de se positionner sur le marché de la remise en forme, sur le marché de la santé, tout simplement pour des raisons que l'on peut facilement comprendre. Il y a un environnement concurrentiel qui devient de plus en plus oppressant à travers l'installation des salles low cost. Donc pour les salles moyenne gamme, haut de gamme, il faut se repositionner sur des offres de services et des qualités de services un peu plus complètes. Je pose la question, dans ce contexte, quelle est la place de l'éducateur sportif ? Est-ce que vous avez sur ce sujet un avis ? Moi, j'en ai un en tout cas. De notre point de vue, exploitant de salle de remise en forme, on fait la grosse différence entre le niveau de compétence que l'on a sur les gens brevets d'État qui sont niveau bac, avec une connaissance, en tout cas un apport technique sur l'activité physique, voire le sport, et celui donc des activités physiques adaptées, où on a besoin donc de gens avec un background beaucoup plus important, conséquent sur les différents profils de ce que l'activité physique peut avoir comme apport dans la prévention primaire, comme l'a présenté donc Preston. Et donc une autre casquette que j'ai, parce que j'en ai quelques-unes sur la tête, je représente donc un syndicat fitness également français, au travers duquel on travaille avec les UEFR STAPS pour mettre en place un master prévention santé par l'activité physique, où l'activité physique sera centrale à cette formation et où toutes les techniques permettant donc d'améliorer la qualité de sommeil, le rééquilibrage alimentaire et ayant un apport sur les différents profils particuliers, pourra être enseignées, en tout cas pour nous permettre, nous, dans les salles de remise en forme, d'avoir des personnes formées et adaptées à ce marché, en tout cas à l'évolution de ce marché et l'ouverture de ce marché. Sachant que vous n'êtes pas tous, vous n'êtes pas sans savoir que le self-quantify aujourd'hui déborde tout le monde a des informations sur son niveau d'activité physique, sur sa qualité de sommeil, mais la grosse problématique que l'on a aujourd'hui, c'est l'analyse de ces données, l'interprétation de ces données pour orienter vers un parcours le plus adapté en fonction de la personne. Et c'est tout l'enjeu donc de la formation et de ces différences pour répondre à cette question. En tout cas qu'on a entrepris chez Moving, chez Wellness Training. Est-ce que quelqu'un d'autre a un avis sur le sujet, le positionnement des éducateurs sportifs dans le cadre de la prévention santé ? Alors, Preston, est-ce que de manière basique, les éducateurs sportifs n'ont pas un positionnement immédiat en prévention santé ? Est-ce que ce n'est pas presque une redondance que de poser la question ? Quand j'ai fait la présentation des différents niveaux de prévention santé, il y a effectivement, et je l'ai évoqué, d'une façon et de facto, à partir du moment où on a des personnes saines devant soi, de facto, on est dans la prévention santé primaire. La prévention santé primaire, c'est tout simplement maintenir son capital santé. La prévention secondaire, la maladie s'est enclenchée, la personne est sous traitement, donc là elle est dans un parcours de soins, elle est encadrée par des gens comme les licences STAPS, APA ou les éducateurs médico-sportifs, et après la maladie s'est installée, on rentre dans la phase chronique, et là dans la phase chronique, à partir du moment où l'évolution de la maladie est maîtrisée, la personne peut se mettre effectivement en mouvement. Et là, l'éducateur sportif a de nouveau sa place. Dans notre univers, notre environnement très normé, est-ce que l'éducateur sportif a besoin de se spécialiser ou est-ce qu'il peut intervenir avec son diplôme de base sur ces 3 niveaux de prévention ? Alors, excellente question. Excellente question, et c'est tout le sujet du débat. C'est tout le sujet du débat.
mais je vais l'évoquer après, je l'évoque après. Donc je conserve bien la question de côté. J'ai une incertitude quant aux compétences de l'éducateur que je vais employer. Je me réfère tout simplement au RNCP. Le RNCP, c'est la Bible des compétences et des diplômes qui permettent d'enseigner contre rémunération. De quelle structure parle-t-on? Associative et commerciale. Ce sont deux structures qui sont en concurrence. Je ne développerai que le commercial et je te laisserai, Jean-Michel, parler de l'associative. Oui. Quel diplôme? Les diplômes homologués, ça c'est l'instruction ministérielle 2012. Les diplômes homologués qui permettent d'enseigner contre rémunération dans une salle de remise en forme, c'est le BPCHEPS APT, activité pour tous. C'est le BPCHEPS AG2F, activité gymnique, forme et force. Et ce sont les DUX-TAPS. Évidemment, le DUX-TAPS, la licence, le master, évidemment. La base, c'est d'avoir le DUX-TAPS. Ils permettent d'enseigner contre la rémunération dans les salles de remise en forme. Quelles sont les prérogatives? Eh bien voilà, là je vais répondre à la question. Quelles sont les prérogatives et est-ce que ces prérogatives me permettent d'enseigner, pas d'enseigner, mais d'aborder tous les publics, de prendre en charge tous les publics? Alors le BPCHEPS APS, si on regarde, c'est un texte qui fait plus d'une page et demie, 2 pages, mais je n'en ai extrait que le sujet qui m'intéressait, c'est-à-dire le public. Il peut être amené à participer à l'encadrement de publics particuliers sous réserve de publics particuliers, sous réserve d'appliquer les préconisations de personnes qualifiées. Quand j'ai vu avec le ministère, parce que j'ai écrit un livre sur les salles de remise en forme, quand j'ai posé la question au ministère, que définissez-vous par public particulier? Mais ça n'a pas été très clair. Ça n'a pas été très clair. Bon, bien évidemment, il y a les handicaps qui, eux, font l'objet d'un autre BP. Mais le public particulier, à mon avis, ce sont tous les gens atteints de pathologies chroniques. Et pour les prises en charge de ces publics-là, il faudrait que ça se fasse sous la préconisation d'un médecin ou d'un spécialiste de la santé. Est-ce que c'est clair là? Le BPCHEPS APT. Alors, le BPCHEPS APT, et c'est là où on s'aperçoit que les compétences qui sont proposées par le ministère sont quelque peu incohérentes. Identifier, analyser et prendre en compte les caractéristiques des publics accueillis, accueillir leurs besoins et leurs motivations, prendre en compte l'état de santé, et les demandes des publics pour élaborer, optimiser et adapter son action auprès des pratiquants. Vous allez sur le RNCP, vous regardez RNCP, BP AG2F et BP APT, vous aurez qu'en termes de public que l'on peut prendre en compte, il y a 2 publics différents. L'un, c'est sous la responsabilité d'un professionnel. L'autre, il est en capacité à adapter son offre en fonction de la santé des pratiquants. Licence TAPS APA, est-ce qu'il y en a parmi nous? Eh bien, on ne fait pas le même métier. On ne fait pas le même métier. Moi, ce que je dis dire que le brevet professionnel, c'est un opérateur, c'est un collègue opérationnel, c'est de la stratégie opérationnelle. Il applique les consignes et recommandations que l'on lui donne. Le licence TAPS, lui, il est dans la perception, dans la création de programmes. Il crée les programmes pour travailler sur des gens qui ont des pathologies particulières. Il est dans l'accompagnement en éducation thérapeutique. Apprendre la personne à gérer sa maladie, à être autonome. Donc on ne fait pas 2 métiers, on fait 2 métiers plutôt complètement différents. D'accord ? Mais quels sont les publics visés par les salles de remise en forme? C'est 15 millions de personnes atteintes de pathologies chroniques.
tout simplement. Y a-t-il un conflit d'intérêt entre les différents acteurs? Je vais élargir les différents acteurs en plus grand nombre. Je vais inclure des kinés, puisqu'il y a des kinés parmi nous. Pour moi, le conflit peut exister entre les BP, entre les licences TAPS APA, entre les kinés. Ce sont principalement les confrontations, principalement, elles peuvent se faire dans ce sens-là. Et quel est votre positionnement, vous, par rapport à ça? Comment? Après, moi, je pense qu'il y a un moment donné où tout se recoupe. On a quand même des professions qui agissent sur le corps, sur le travail musculaire, de mobilisation, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a des APA chez nous qui travaillent en hôpitaux. Quelle est la place des kinés dans les salles de remise en forme, hein? On pourrait le dire aussi dans l'autre sens. Les éducateurs sportifs ne font pas forcément un travail très différent d'une autre. Donc, il y a un moment donné, quand on parle de prévention, santé, sport et bien-être, tout se recoupe, mais dès qu'il y a le terme santé, je trouve que c'est là que ça coince. Parce que tout de suite, des gens qui disent oui, mais alors les éducateurs sportifs, ils n'ont pas le diplôme de kiné ou de médecin. Après, les kinés, ils n'ont pas forcément la formation d'éducateurs sportifs. C'est très intriqué, tout ça. Alors, vous avez tout à fait raison, excuse-moi, Paston. On a une vision franco-française. Je circule pas mal au niveau européen et en fait, de par une volonté depuis à peu près 15 ans donc, de construire des référentiels de compétences au niveau européen dans les salles de remise en forme, juste à ce titre d'information, 11% de la population européenne pratique de la remise en forme. 11% de la population européenne, qui représente à peu près 25 milliards de chiffre d'affaires, qui, entre parenthèses, est le double de tout le chiffre d'affaires du football professionnel. 400 000 salariés, enfin bref, c'est une petite aparté, tout simplement pour dire que dans un marché comme celui-ci au niveau européen, qui est structuré au niveau européen, la France se situe en 5e position. Il y a des raisons à cela. Les premières que l'on voit, c'est qu'on a, un référentiel de compétences et non pas de formation qui n'est pas en adéquation avec la demande de nos clients et de nos exploitants. Donc on est en train de parler donc, de cases dans lesquelles on va mettre des formations et des droits à faire, mais ça, on ne se pose pas une seconde la question de savoir qu'attendent nos utilisateurs. Qu'est-ce qu'ils en attendent en fait, au final? Et j'étais cette semaine à Londres pour un travail au niveau européen. Le marché est doublement dynamique par rapport au nôtre. Et le référentiel de compétences, pour être plus précis par rapport à votre question, il est celui-ci par exemple. On va faire des contenus de formation sur la prise en charge, par exemple, donc, des femmes qui viennent d'avoir un enfant. C'est une compétence précise sur laquelle on va avoir une sorte d'unité de formation, un CEC européen, qui va vous donner cette compétence. On va faire la même chose sur le diabétique, on va faire la même chose sur le pilate, on va faire la même chose. Bref, on va travailler avec vous des compétences et non pas des diplômes qui vont vous donner droit à. Et c'est une vision complètement franco-française que l'on a. Et j'allais rebondir par rapport à... Donc ça, c'était pour imager un peu un élément de réponse à votre question. Je pense qu'aujourd'hui en France, il faut qu'on se repose la question de savoir effectivement qu'attend le consommateur pour pouvoir le lui répondre. Et après, positionner un kiné à un moment donné, un ostéopathe à un autre moment, un coach à un moment donné, et assurer, si vous voulez, un vrai acte de prévention santé pour ces gens-là. Pour qu'in fine, ils puissent être actifs, ils puissent avoir un sommeil équilibré, une alimentation équilibrée, et qu'au final, on fasse de la vraie prévention. De la vraie prévention. Ce matin, je sais pas, enfin, j'ai écouté une interview de René, qui est un généticien, qui expliquait que 15% de nos gènes sont prédéterminés, on va dire, et que 85% de ceux-ci changent tout au long de la vie, et ils vont accentuer donc votre état de santé simplement par l'environnement que vous allez y mettre. La nutrition, le sommeil, si vous êtes actif. Voilà, 85%. C'est une des avancées majeures de la génétique qui date de 5 ans seulement, et on s'est rendu compte de ça. Ça veut dire que le comportement et la prévention santé va évoluer en fonction donc, de l'environnement que l'on va mettre donc, sur chaque individu. Donc notre rôle, pour revenir à la question qui se pose là, je pense qu'il faut... Bon, moi j'ai un peu de mal avec ces cases, hein, et je pense qu'il faut qu'on accepte ça, mais qu'on se repose la question à l'inverse. Et c'est ce qu'on fait nous dans la remise en forme, et c'est comme ça, c'est pour ça qu'on s'est lancé sur la prévention santé, et que l'aspect formation, pour moi et pour nous, ça en devient fondamental. Et que même si on fait de la prévention santé,
faire bouger, c'est quand même notre métier, faire bouger les gens avec plaisir, avec émotion, eh bien, ça les amènera à bouger un peu plus, si vous voulez. Et là, pareil, les gens qui viendront avec des profils particuliers, style diabétique ou autre, eh bien, vont s'insérer avec une pédagogie plus accrue, parce qu'il faut quand même une pédagogie plus importante pour ces gens-là, notamment les gens qui ont un accident cardiovasculaire. Il faut une prise en charge très précise, qu'on sait faire, mais sur lequel il faut une compétence. Et je reviendrai sur une compétence. Voilà. Une question pour Michel. Est-ce que le champ de nos normes françaises n'est pas dépassé par celui des normes européennes? Oui, clairement. Clairement, pour répondre, c'est oui, clairement. J'y travaille d'ailleurs pour qu'au niveau européen, on revienne sur ce champ donc, de compétences et non pas donc, de diplôme, parce que le diplôme n'est pas une fin en soi. Vous passez votre BPGEPS au départ et vous l'avez toute votre vie. Je pense que la science évolue, la recherche évolue, les connaissances évoluent. Et regardez tout simplement un problème très simple, celui du renforcement du gainage abdominal. Alors, on a fait du crunch jusqu'à il n'y a pas très longtemps, et encore aujourd'hui, les salles de remise en forme vous en voyez, alors que c'est la dernière des choses qu'il faut faire. Et on le sait depuis maintenant, quand moi j'ai commencé, depuis à peu près 25 ans, on le sait, on le savait. Donc on a un vrai décalage et un vrai problème. Donc oui, on est en décalage tout simplement parce qu'en fait on veut coller, nous, en France, des diplômes, là où on a besoin de compétences au départ, parce que ces compétences doivent évoluer. Et alors pour finir avec ce thème, on est prompt à sanctionner, à interdire, à fermer. Si on n'a pas nos diplômes, il faut toujours afficher les diplômes dans les salles de remise en forme. Comment ça risque de se passer? Il en faudra toujours. Le consommateur vaudra toujours des gens compétents en face de lui. Donc on a besoin, nous, employeurs, donc, de gens formés et compétents. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas de diplôme, je dis qu'il faut revoir la manière donc, de préparer et de former nos jeunes pour qu'ils puissent avoir les compétences adaptées à notre marché. Il faut forcément des diplômes. D'ailleurs, partout en Europe, il n'y a pas un marché structuré qui ne se base pas dans un métier de service sur des gens formés, ce qui est quand même le cœur de notre activité. Donc oui, il faut des diplômes. Mais je pense que notre cadre aujourd'hui est quand même un peu dépassé. Désolé, mais... Il est tellement dépassé, le cadre, que le ministère a demandé l'année dernière un compte-rendu sur toutes les formations qui sont proposées au ministère. Et le compte-rendu, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais en introduction, c'est un petit peu... c'est assez... comment je peux dire ça? C'est assez sévère, quoi. Quand vous avez plus de 110 brevets d'État... quand vous voulez obtenir un deuxième brevet d'État, il faut tout recommencer. Il y a des choses qui ne sont pas... Il y a une refonte, effectivement, des cursus de formation au niveau des ministères qui devrait se mettre en route. Mais ça, je pense que c'est à l'horizon. Je regarde autour de moi. Je ne sais pas si nous le verrons. Mais moi, la question, j'allais la retourner tout à l'heure, je dirais, mais les kinés et les coachs, en tout cas dans les salles de remise en forme, c'est un champ sur lequel on travaille tous. D'ailleurs, vous travaillez vous-même kiné, parce que vous proposez donc des prises en charge individuelles avec des gens qui ont des problématiques, et vous, certains, parce que j'en ai même pas mal qui, des fois, développent des centres de remise en forme derrière, parce que ça leur crée un peu plus de volume et donc ça leur fait un complément non négligeable à l'activité de base qu'ils ont et qui est intelligent d'ailleurs, qui est très intelligent. C'est une conduite, une continuité qui est intéressante et je pense qu'on devrait plus mixer ce genre de choses parce que les deux ne s'opposent pas, les deux se complètent beaucoup et j'en veux pour preuve moi personnellement où j'ai 50 coachs et j'ai 4-5 personnellement ostéo et j'ai 2 kinés diplômés d'État conventionnés qui travaillent donc, dans mes salles. Et au travers de ça, il y a une très bonne transmission entre les uns et les autres, mais vraiment de manière naturelle. Et le consommateur le comprend très bien. Il fait très bien la part de choses. Donc pour revenir à la question de diplôme, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer vraiment ce consommateur qui, lui, au final, décide. Voilà. Ce qui a contribué également à dénigrer la valeur de l'enseignement des éducateurs sportifs, enfin de certains éducateurs sportifs, c'est le Pilate par exemple, où il y en a qui s'instauraient prof de Pilate sans avoir aucune formation d'État. La Jeunesse et Sport le sait, la Jeunesse et Sport met des sanctions. C'est pour ça que la Jeunesse et Sport a sorti une instruction en 2012 pour clarifier un tout petit peu la situation, mais ça existe déjà. Tout le monde prend le Pilate comme la panacée pour résoudre les problèmes de dos, mais dans sa forme la plus pure possible, il y a des exercices, et vous le savez mieux que moi, qui abîment. Il y a des exercices qui abîment.
Je poursuis. Le conflit d'intérêts entre les différents acteurs, est-ce qu'il existe? Moi, je considère qu'il n'existe pas. Les licences TAPS, c'est de la direction stratégique. Ils construisent, ils mettent en œuvre, ils innovent des nouveaux programmes. La direction opérationnelle, pour moi, c'est l'éducateur sportif. Il ne fait qu'appliquer les programmes que lui préconise un licence TAPS ou un médecin. L'un conçoit les programmes, l'autre les met en œuvre. L'un applique son programme, l'autre les recommandations d'un professionnel. Donc, vous voyez, on est sur deux niveaux de compétences complètement différents. Complètement différents. Quels sont les prescripteurs? Les prescripteurs, ce sont les médecins, les licences TAPS APA. Ils orientent, ils ne font pas de la prescription, mais ils orientent sur la bonne pratique. L'Académie de médecine a sorti en avril 2012, et ça va dans le sens du slide précédent, ils ont sorti des préconisations dans lesquelles ils précisaient les recommandations que devait faire sur le malade dans le cadre de la pratique sportive. Ce sont des recommandations, ce sont des ordonnances de recommandations en termes d'intensité, de volume, de force, de coordination, etc. Donc ça a été défini par l'Académie de médecine. Il y a des expériences qui ont été faites, et vous le savez très certainement, en Strasbourg. C'est en train de s'étendre dans d'autres régions. Et là, l'objectif, effectivement, c'est d'impliquer plus directement le médecin dans le cadre de la prescription d'activité physique et peut-être au détriment de la prescription d'activité de médicaments. Quelles pathologies peuvent bénéficier d'une activité physique? Eh bien, je dirais toutes. À partir du moment où la pathologie est stabilisée, à partir du moment où le patient est éduqué, que l'activité soit suffisamment intense, que le médecin sache la prescrire, parce que tous les médecins ne savent pas prescrire des activités physiques à titre non médicamenteuse, et de tenir compte de l'environnement. Un éducateur sportif, si il a ces éléments-là, il peut prendre en compte une personne atteinte de pathologie chronique. Donc, pour conclure, pour résumer ce que je viens de dire, est-ce qu'il y a un conflit? Je pense qu'à partir du moment où le rôle de chacun est parfaitement délimité, les kinés, les licences TAPS, les éducateurs sportifs, à partir du moment où ces compétences sont clairement identifiées pour chacun dans le RNCP, il y a, à mon sens, pas de conflit potentiel. Malheureusement, on le sait, il y a des gens qui outrepassent un tout petit peu les compétences acquises par leur diplôme et s'installent comme en prévention santé, un coach santé, etc. Question débat. C'est marqué dessus. Est-ce que quelqu'un a des observations, questions, réflexions sur ces éléments qui viennent d'être présentés? Je voudrais juste revenir sur votre terminologie au niveau de la prescription médicale par rapport à la prise en charge. Nous, quand on travaille sous prescription, il y a un remboursement, Sécu. Donc c'est ça qui m'interpelle. Est-ce que vous pourriez m'éclaircir là-dessus, s'il vous plaît? Il y a une expérience qui a été faite à Strasbourg où effectivement il y a un budget qui avait été mis en place, mais c'était en partenariat avec la ville, la CNAM, qui permettait de financer 10 leçons. 10 leçons qui paraissaient suffisantes pour finalement créer une certaine forme d'addiction et encourager la personne à poursuivre l'activité.
Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à votre question. Effectivement, quand je parle de prescription médicale, c'est une volonté de l'association des médecins que de faire prendre en charge ce type de prescription par la sécurité sociale. Mais entre la volonté qu'ils expriment et la réalité économique, je pense qu'il y a un fossé que je me garderai de sauter. Et ça a lieu que à Strasbourg ou ça se fait ailleurs? Parce que moi, j'ai jamais entendu parler de tout ce que vous venez de nous dire. Hein. On est quand même un petit peu concernés, mais on est au courant de rien du tout. Que les médecins puissent faire des prescriptions pour faire du sport ou... Alors, de toute façon, dans tous les cas, même avant que ne soit évoquée la prévention centrée à travers ne serait-ce que le rapport de l'INSERM, le médecin de tout temps a été... pouvait faire des prescriptions, encourager des pratiques. Mais là, ça se précise un tout petit peu pour les raisons encore que j'ai évoquées en introduction, c'est que l'activité physique, et c'était le thème des premiers flyers, des premiers slides, l'activité physique a une importance importante sur les coûts de la sécurité sociale. Il y avait une étude qui avait été faite par l'IMAPS, et une qui a été faite aux États-Unis. Par l'IMAPS, le fait de remettre quelqu'un en mouvement, c'est une économie de mémoire de 290 € par personne par an. Aux États-Unis, c'est le même ordre de grandeur, je crois un tout petit peu plus grand. Donc, le préventif, c'est forcément une source d'économie qui est extrêmement importante. Mais on en est encore à... mais ça, c'est la responsabilité de chacun. Je vais voir un médecin, j'ai des problèmes, s'il me demande d'aller courir, c'est pas dans ma représentation que j'ai de ma relation avec le médecin. Si j'y vais, c'est pour entendre que je suis malade et c'est repartir de chez le médecin avec une ordonnance. Mais ça évolue lentement, mais ça évolue. Alors mon expérience professionnelle et personnelle montre que j'ai développé cette année 2 programmes avec 2 entreprises. Une des 2 entreprises était venue me voir pour un problème de burn-out. En disant, voilà, j'ai un problème de burn-out, il faudrait donc descendre de 1% de l'absentéisme lié au burn-out. On a mis en place toute une ingénierie de prise en charge sur les 3 domaines, donc nutrition, sommeil, activité physique. On a mesuré au départ donc un niveau de style de vie, on a mesuré à la fin un niveau de style de vie. Le rapport était de 1 pour 5, le retour sur investissement était de 1 pour 5, entre l'investissement dû à mes honoraires pour la mise en place de ce programme et la différence donc sur l'absentéisme qui a été diminuée. Et la prise en charge initiale a été prise en charge par la mutuelle de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y avait prescription au départ, mise en place d'un programme et prise en charge de la mutuelle. Et après, globalement, c'était coût pratiquement quasiment 0 pour le salarié. C'était sur 100 de l'entreprise, pratiquement 50 à 60% étaient pris en charge par la mutuelle de l'entreprise. Donc en fait, ce qui m'intéresse moi à travers de ça, c'est 2 chiffres importants. C'est la mesure du retour sur investissement, comme le disait Preston à l'instant, mais c'est surtout sur la prise en charge donc, de la prévention santé par l'entreprise via sa mutuelle. Et ça, c'est un pas c'est des initiatives personnelles, professionnelles en même temps, mais sur des échelles de à peu près on a fait un pilote de 500 salariés, donc dans un premier temps, avec une extension à 5000 dans l'année, disséminée au niveau national sur cette entreprise. Et l'idée, c'est clairement c'est de généraliser cette méthodologie. Parce que clairement, la sécurité sociale, je n'y crois, mais alors pas 12 secondes, mais alors pas du tout. Et je pense qu'aujourd'hui, si elle va se recentrer sur les choses les plus fondamentales, comme le cancer, comme l'accident cardiovasculaire et tout le reste, à mon avis, et à mon sens, ça sera mis de côté. Enfin, c'est une impression que perso. Et tout le reste va être mis sur le dos des entreprises qui vont devoir, au travers des mutuelles, prendre ça en charge. Et ce que j'ai mis en place là, donc c'est du concret, hein, c'est quelque chose de véridique, qui est avec des résultats à l'appui. C'est un modèle qui, a priori, plaît bien et aux mutuelles et aux entreprises, parce que les mutuelles arrivent à descendre, si vous voulez, leur risque au niveau des salariés, simplement par une prise en charge. Et le retour sur investissement est clair, avec des études montées sur cette entreprise. Donc ça répond... Pas directement, mais ça vous donne le modèle qu'on est en train de mettre en place par ailleurs, qu'on va essayer donc d'étendre au niveau national sur l'ensemble de mutuelles. Mais quand je vois Malakoff, quand je vois que ça, ils sont tous rentrés dans cette dynamique-là. Maintenant, voilà, il faut passer du corporate à l'individuel. Je pense que les solutions individuelles sont pas percutantes encore aujourd'hui. Les solutions corporate sont beaucoup plus englobées, beaucoup plus soutenues.
Donc bon, il faudra du temps, mais je pense que ça va être l'ordre des choses, à mon sens, et à mon avis en tout cas. On voit bien qu'il y a une problématique de terminologie où le mot de prescription tout de suite évoque un remboursement de sécurité sociale et qui n'est pas du tout, on est d'accord, envisageable dans un avenir même lointain. Donc on va plutôt parler de prise en charge que de prescription. Et dans la terminologie des recommandations et que Preston peut nous faire, la prise en charge est bien plus éclairante pour tous les acteurs de cette prévention. Est-ce qu'il y a des éléments complémentaires, des questions, des réflexions sur ces thèmes? Preston, est-ce qu'on a fait le tour? Je pense avoir abordé les plus larges sujets possibles. Si vous avez des questions, effectivement. Michel? Moi, des questions, je peux vous en parler pendant toute la journée, c'est pas le problème. Je pense que... Non, moi, si je dois conclure sur une chose, c'est que sur le domaine de la santé, de la prévention santé, tous les acteurs ayant une vraie compétence doivent agir et interagir. Et ça va être l'ordre des choses dans les mois à venir, et notamment, en tout cas pour ce qui nous concerne, nous, les exploitations que l'on a partout en France. Ça va être notre leitmotiv. Et aujourd'hui, on fait rentrer des ostéos chez nous, des kinés par ailleurs, des diététiciens par ailleurs, parce que c'est un lieu où on rassemble du monde en concentré, et des gens qui ont un profil particulier, des demandes particulières. Donc on est bien dans un domaine de prévention santé. Et pour faire une petite parenthèse sur l'aspect associatif et commercial, c'est-à-dire que effectivement on a des entreprises commerciales où on a une problématique, c'est de répondre à la demande de nos clients. Et aujourd'hui, le tournant donc, de la prévention santé étant pris, tous les acteurs pouvant travailler avec nous, je pense, seront les bienvenus. Donc si je dois faire une petite conclusion, c'est cette vision que j'ai, en tout cas de l'évolution donc, du marché de la remise en forme comme étant un des éléments de prévention santé. Alors merci à vous deux. À titre personnel, merci à Michel pour m'avoir expliqué pourquoi les abdos ne fonctionnaient pas. Et arrête le crunch. Pour Preston, d'avoir les solutions pour boucher le trou de la Sécu, parce qu'il nous a démontré qu'avec la prévention, les 15 millions étaient retrouvés. On remercie tous les deux. L'enquête complète, vous le retrouverez sur le site. Elle a été faite par Gilbert Pérez, le docteur Pérez. Vous le retrouverez sur le site de la Société française de sport santé. C'était en quelque sorte une séquence pub.